Sur un parcours de 2 km, la ceinture n'est pas obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ceinture est obligatoire, quel que soit le trajet que vous parcourez. Les statistiques montrent de plus que 75% des accidents en agglomération ont lieu sur des trajets courts et habituels. Réponse B. Tenir correctement son volant, c'est le tenir. À 9h15, réponse A. À 10h10, réponse B. Avec les pouces à l'intérieur du volant, réponse C. Avec les bras bien tendus, réponse D. Une position correcte des mains sur le volant permet de mieux maîtriser la trajectoire du véhicule et sa propre fatigue. Pour cela, vous devez tenir votre volant à 2 mains, mais sans crispation. Les pouces, comme les mains, ne doivent pas se retrouver à l'intérieur du volant. Les pouces doivent se positionner le long de la couronne du volant et les mains sur l'extérieur. Cela pour plus de confort et de sécurité. Vos bras ne doivent pas être tendus, mais légèrement fléchis pour les mêmes raisons. Les mains doivent être réparties de part et d'autre du volant. On parle de position à 9h15 ou 10h10. Réponse A et B. Contrôler le rétroviseur extérieur est indispensable avant de sortir de son véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous êtes en stationnement, il est indispensable de contrôler vos rétroviseurs intérieurs et extérieurs avant de quitter votre véhicule. Ouvrez ensuite votre portière avec la main droite, de manière à faire pivoter votre corps pour vous assurer également que personne ne se trouve dans votre angle mort au moment où vous ouvrez votre portière. Les accidents de portière restent fréquents, alors qu'ils sont facilement évitables si on prend les précautions nécessaires. Restez prudent. Réponse A. Je peux programmer mon itinéraire sur mon GPS avant de démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. En roulant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous prenez la route, il est important de conduire en toute sécurité. Vous devez donc être entièrement concentré sur votre route et ne pas vous laisser happer par tout type de distraction. Ainsi, les réglages doivent se faire avant de rouler. Concernant le GPS, l'itinéraire doit être programmé avant le départ et en aucun cas en roulant. Réponse A et D. Le nombre de passagers assurés est indiqué sur mon certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre de passagers assurés que vous pouvez transporter dans votre véhicule est indiqué par votre assureur. Ce nombre n'est pas forcément le même que le nombre indiqué sur votre certificat d'immatriculation, correspondant quant à lui à la capacité de transport de votre véhicule. Réponse B. Pour avoir la meilleure visibilité possible, il suffit de dégivrer entièrement le pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque votre véhicule est givré de toutes parts, il est impératif que vous passiez la raclette sur l'ensemble des vitres avant de prendre le volant. Vous ne devez en aucun cas conduire avec des vitres encore givrées.
particulièrement le pare-brise, la lunette arrière et les vitres avant. Vous devez vous assurer une visibilité optimale. Si vos rétroviseurs ne sont pas équipés du dégivrage intégré, vous devez bien sûr passer la raclette également. Il en va de votre sécurité. Ne prenez jamais le volant lorsque vous n'avez pas une visibilité correcte. Réponse B. Tenir le volant ainsi permet d'être moins tendu. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Une position correcte des mains sur le volant permet de mieux maîtriser la trajectoire du véhicule et sa propre fatigue. Pour cela, le volant doit être tenu à deux mains sans crispation. Les pouces, comme les mains, ne doivent pas se trouver à l'intérieur du volant. Les pouces doivent se positionner le long de la couronne du volant et les mains sur l'extérieur. Cela pour plus de confort et de sécurité. Les bras ne doivent pas être tendus, mais légèrement fléchis pour les mêmes raisons. Les mains doivent être réparties de part et d'autre du volant. On parle de position à 9h15 ou à 10h10. Dans cette situation, les mains sont positionnées en bas du volant. Celui-ci n'est donc pas tenu correctement. Non seulement une telle position ne permet pas de maîtriser correctement la trajectoire, mais en plus, elle n'apporte en rien un confort de conduite supplémentaire. Réponse B. Avant de quitter mon véhicule, je mets le frein à main, réponse A. Je mets le point mort, réponse B. Je ferme toutes les fenêtres, réponse C. Je range les papiers dans la boîte à gants, réponse D. Lorsque vous stationnez votre véhicule en sécurité, vous devez vous assurer que celui-ci ne présentera aucun danger et qu'il est bien arrêté correctement. Même pour un stationnement de quelques minutes seulement, vous devez veiller à mettre le point mort, serrer le frein à main et arrêter le moteur. Vérifiez la fermeture de vitres afin d'éviter tout risque d'effraction. Et veillez enfin à ne pas laisser vos papiers à l'intérieur du véhicule. Vous devez au contraire les conserver sur vous. Réponse A, B et C. Ce conducteur tourne bien son volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La position correcte des mains sur le volant permet de mieux maîtriser la trajectoire du véhicule. Pour cela, vous devez tenir votre volant à deux mains, sans crispation, pour un meilleur confort et plus de sécurité. Ici, ce conducteur est en train de tourner en positionnant sa main à l'intérieur du volant, ce qui ne lui donne aucune précision dans son geste. Il n'aura de plus aucune amplitude en cas de danger s'il doit tourner rapidement le volant dans l'autre sens. Réponse B. J'incite mes passagers à monter dans le véhicule côté chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous allez prendre la route, il faut avant tout privilégier la sécurité de chacun à bord du véhicule, conducteur comme passager. Pour cela, observez la plus grande prudence dès que vous prenez place à bord. Il est de ce fait recommandé de monter côté trottoir et non côté chaussée, car des véhicules peuvent circuler. Soyez prudents. Réponse B. Cette jeune femme a une tenue correcte pour conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque l'on s'apprête à conduire, il faut avoir une tenue adaptée pour le faire. Ainsi, des vêtements trop serrés peuvent constituer une entrave à la conduite et vous empêcher de faire des mouvements libres. De même, les chaussures ne doivent pas gêner dans la manipulation des pédales. Les tongs, talons hauts et semelles compensées sont de ce fait déconseillés pour la conduite. Dans ces cas-là, pensez toujours à avoir une autre paire de chaussures dans le véhicule. Réponse B. Cette ceinture est bien positionnée. Oui, réponse A. Non, réponse B.
S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route en toute sécurité. Concernant la ceinture et avant de démarrer, vous devez vous assurer que celle-ci soit correctement positionnée. Elle doit ainsi passer sur votre épaule au niveau de la clavicule. Sur votre buste, la seconde partie se positionnant sur le bassin. Le tout étant plaqué sans être vrillé à même le corps. Dans cette situation, la ceinture est lâche et ne pourra pas vous protéger efficacement. Attention aux dispositifs permettant de relâcher la tension de la ceinture. Ils peuvent peut-être faire plus de mal que de bien. Réponse B. Avant de quitter mon véhicule, je dois toujours serrer le frein à main. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous stationnez votre véhicule, vous devez vous assurer que celui-ci ne présentera aucun danger. Mettre le frein à main est indispensable en cas de heurt par un autre véhicule. Réponse A. Dans une voiture à boîte automatique, le pied gauche sert à freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans une voiture à boîte automatique, il n'y a pas de pédale d'embrayage. Ainsi, le pied gauche n'est pas utilisé. Comme sur un véhicule traditionnel, c'est le pied droit qui gère à la fois la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Réponse B. Je quitte mon véhicule pour quelques minutes. Je peux laisser mon ordinateur portable sur le siège arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le coffre verrouillé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous quittez votre véhicule, vous devez éviter de laisser tout objet de valeur visible de l'extérieur de l'habitacle. Sur le siège arrière, votre ordinateur est en vue et il peut attirer la convoitise. Pour cette raison, évitez de le laisser, même pour une courte durée. Les objets placés dans le coffre sont de ce fait moins attirants. Mais méfiez-vous cependant, car une effraction est vite arrivée. Attention, en cas de vol, votre assureur pourrait refuser tout remboursement. Les objets de valeur ne doivent pas être laissés dans les véhicules. Réponse B et D. Je viens de couper le contact. Je peux ouvrir ma portière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous venez de vous stationner sur la droite de la chaussée dans un emplacement réservé à cet effet. Vous souhaitez descendre de votre véhicule. Mais un cycliste arrive, comme vous avez pu le constater dans votre rétroviseur à gauche. Vous devez attendre qu'il passe avant d'ouvrir votre portière, car cela serait très dangereux pour lui. D'une manière générale, surveillez toujours vos rétroviseurs avant d'ouvrir votre portière et pensez également à tourner la tête pour contrôler l'angle mort. Réponse B. En faisant le tour de mon véhicule avant de monter à l'intérieur, je contrôle si les pneus sont dégonflés. Réponse A. La présence d'obstacles éventuels. Réponse B. Si mes vitres sont bien fermées. Réponse C. S'il n'y a pas de fuite. Réponse D. Lorsque vous vous apprêtez à prendre votre véhicule, vous devez vous assurer que tout est en ordre pour prendre la route. Il est donc important d'en faire le tour systématiquement afin de contrôler que les pneus ne soient pas dégonflés, qu'il n'y ait pas de fuite et qu'aucun obstacle ne vous gêne pour manœuvrer. Vous pouvez également contrôler régulièrement l'état d'usure des essuie-glaces et la propreté des feux et des plaques. Ces contrôles doivent se faire avant chaque départ, de jour comme de nuit. Réponse A, B et D. Lorsque je stationne mon véhicule à boîte automatique, je mets le sélecteur sur la position D, réponse A, N, réponse B, P, réponse C, R, réponse D.
Lorsque vous stationnez votre véhicule, vous devez vous assurer que celui-ci ne présentera aucun danger. Mettre le frein à main est indispensable dans une voiture à boîte manuelle, mais sur un véhicule à boîte automatique, vous devez mettre le sélecteur en position P comme parking, le D comme drive est la position pour la conduite, le N, neutral, le point mort, le R, reverse, la marche arrière. Réponse C. Le réglage des rétroviseurs extérieurs doit se faire en fonction de l'éblouissement du soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route pour votre confort et votre sécurité. La vision des autres usagers est un des critères essentiels de la sécurité au volant. Les rétroviseurs sont là pour améliorer votre visibilité sur l'arrière notamment. Vous devez les régler correctement de façon à optimiser votre vision à l'arrière et en aucun cas en fonction de la lumière du soleil qui change forcément à tout moment lorsque vous effectuez un trajet. Certains rétroviseurs sont d'ailleurs électrochromes, c'est-à-dire avec un anti-éblouissement automatique. Jour et nuit, le réglage se fait de la même façon. Il existe simplement une position nuit qui vous permet d'éviter d'être ébloui lorsque vous êtes suivi par un usager ayant mal réglé ses feux. Notez toutefois que les rétroviseurs ne peuvent pas totalement éliminer les angles morts. Vous devrez à chaque écart sur la chaussée tourner la tête, le menton à hauteur de votre épaule, pour vérifier qu'aucun usager ne se trouve dans votre angle mort. Réponse B. Je peux descendre de mon véhicule avant le passage du bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de sortir de votre véhicule, il est très important de ne gêner personne. Une ouverture de portière intempestive pourrait surprendre et être dangereuse pour tout usager vulnérable, tel que cycliste ou piéton, mais également tout automobiliste. Avant d'ouvrir votre portière, contrôlez donc votre rétroviseur extérieur, mais également tournez la tête pour être sûr que personne ne soit placé dans l'angle mort. Ici, vous pouvez voir qu'un bus arrive. Ce n'est pas le moment pour ouvrir votre portière. Laissez-le passer, vous sortirez ensuite, s'il n'y a pas d'autres véhicules derrière. Réponse B. Je viens de m'arrêter pour porter secours. Je mets les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident, il est important de protéger le site et les personnes pour éviter tout risque de suraccident. Vous devez donc positionner votre véhicule de manière à ne pas être gênant ni dangereux. Afin de bien baliser les lieux, mettez vos feux de détresse avant de descendre de votre véhicule, si possible du côté opposé à la circulation, et avec votre gilet haute visibilité. Réponse A. Pour alerter les secours, il est important que j'évalue l'état de conscience de la victime. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si la victime respire, oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous appelez les secours, vous allez devoir donner un maximum d'informations pour une intervention la plus efficace possible. Il est nécessaire tout d'abord que vous soyez capable de préciser clairement la localisation de l'accident. Puis, vous devrez également donner un maximum de précision sur les victimes, leur nombre et surtout leur état. Réagissent-elles? Sinon, respirent-elles? Saignent-elles? Ces renseignements permettront au secours de se déplacer avec le matériel le plus adapté à la situation. Réponse A et C. J'arrive le premier sur le lieu d'un accident. Je dois avant tout protéger les lieux, réponse A, avertir les secours, réponse B, ralentir et continuer ma route, réponse C.
Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Le premier geste à faire avant toute chose est de protéger les lieux afin d'éviter le suraccident. Enfilez votre gilet de haute visibilité, puis placez un triangle de présignalisation à 30 mètres en amont du lieu de l'accident, celui-ci devant être visible à 100 mètres. Vous devrez ensuite faire un premier diagnostic de l'état des victimes avant de prévenir les secours. Votre dernière action consistera à secourir là où les victimes, c'est-à-dire porter assistance aux victimes sans risque d'aggraver leur état. Réponse A. Ne pas s'arrêter sur les lieux d'un accident lorsqu'on est impliqué est considéré comme un délit de fuite. Dans un accident corporel. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans un accident matériel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'il s'agisse d'un accident matériel ou corporel, ne pas s'arrêter alors qu'on est impliqué dans un accident constitue un délit de fuite. C'est une faute grave, un refus de responsabilité qui sera jugé en tribunal et pourra avoir de lourdes conséquences comme une forte amende, une suspension de permis et un emprisonnement éventuel. Mieux vaut toujours assumer ses actes. Réponse A et C. En règle générale, pour secourir une victime qui ne répond pas mais respire, je peux la couvrir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux l'aider à sortir de son véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux d'un accident, après avoir protégé les lieux et les personnes, puis alerté les secours, il est important de secourir la victime. Même sans notion de secourisme, vous pouvez la couvrir, car son corps va se refroidir. Par contre, si elle n'est pas capable de sortir de sa voiture, vous ne devez pas la manipuler, et ce, pour éviter tout risque de lésion à la colonne vertébrale, sauf en cas d'incendie ou de noyade. Réponse A et D. J'arrive le premier sur le lieu d'un accident et ne possède aucun diplôme de secourisme. Je dois obligatoirement m'arrêter. Réponse A. Continuer ma route pour chercher des secours. Réponse B. Lorsqu'il y a un accident, même si vous n'êtes pas titulaire du brevet de secourisme, vous pouvez intervenir en protégeant les lieux, les personnes, en appelant les secours et en rassurant les victimes éventuelles. Ne pas vous arrêter constitue un délit et est passible de sanctions graves pour non-assistance à personne en danger. Vous devez donc obligatoirement intervenir. Réponse A. J'alerte les secours dès mon arrivée sur les lieux d'un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Le premier geste à faire avant toute chose est de protéger les lieux afin d'éviter le suraccident. Enfilez votre gilet de haute visibilité de jour comme de nuit, puis placez un triangle de présignalisation à 30 mètres en amont du lieu de l'accident, celui-ci devant être visible à 100 mètres. Vous devrez ensuite faire un premier diagnostic de l'état des victimes avant de prévenir les secours. Votre dernière action consistera à secourir là où les victimes, c'est-à-dire porter assistance aux victimes sans risque d'aggraver leur état. Réponse B. Je n'ai aucune notion de secourisme. Après avoir appelé les secours, je peux quitter les lieux de l'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Vous vous êtes arrêté sur les lieux d'un accident. Avoir sécurisé les lieux et les personnes, puis averti les secours, est une très bonne chose. Mais il est important que vous attendiez les secours en restant près de la victime. Même sans notion de secourisme, si elle réagit, vous pouvez la couvrir et lui parler pour la rassurer. Votre présence sera également importante lors de l'arrivée des secours pour les informer de tout détail pouvant les aider dans leur intervention. Réponse B. Je suis en ligne avec les secours. J'attends qu'ils me disent de raccrocher. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous appelez les secours, vous devez être précis dans les informations que vous donnez. Pour que votre message soit le plus efficace possible, commencez par décliner votre identité, la nature de l'accident, le lieu précis, le type de véhicule impliqué, et bien sûr le nombre de victimes et leur état. Répondez le plus précisément possible aux questions et ne raccrochez surtout pas avant d'y être invité par votre interlocuteur. Alerter efficacement, c'est apporter le meilleur secours possible. Réponse A. En cas d'accident, je peux être géolocalisé en appelant les secours avec le système e-call. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec une borne SOS. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous êtes le premier arrivé sur les lieux d'un accident, vous devez porter secours aux victimes éventuelles. Pour cela, il faut tout d'abord sécuriser les lieux et les personnes, puis évaluer l'état des victimes. Pour appeler ensuite les secours, vous pouvez utiliser les bornes SOS si vous êtes sur une autoroute. Placées tous les 2 km, ces bornes ont le mérite de vous géolocaliser automatiquement, ce qui donne un indice précieux aux secours qui pourront intervenir plus rapidement. L'équipement e-call, quant à lui, est prévu pour se déclencher uniquement en cas de forte décélération. Il envoie alors un signal à un central qui appelle le conducteur sur ce système e-call. En cas de non-réponse, il alerte les secours qui peuvent intervenir rapidement grâce à la géolocalisation du véhicule. Il est également possible de déclencher manuellement un appel d'urgence vers le 112, le système de contrôle manuel étant installé de manière à empêcher un déclenchement intempestif. En 2018, tous les véhicules neufs devront être équipés de ce système e-call. Réponse A et C. En règle générale, un blessé ne doit pas être déplacé. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident, il convient avant toute chose de protéger les lieux et les personnes afin d'éviter tout risque de suraccident. En présence de victimes, la règle générale est de ne surtout pas la déplacer. Mais il existe des raisons exceptionnelles qui font que vous n'avez parfois pas le choix. En effet, en cas de présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable, incendie par exemple, vous devez déplacer les victimes. Vous n'avez pas d'autre solution possible. Il faut toujours opter pour l'action la moins nuisible pour la victime. Réponse A. Pour alerter les secours, je peux utiliser mon téléphone portable même sans batterie. Réponse A. Le téléphone portable d'une victime même verrouillé. Réponse B. Une borne SOS. Réponse C. Lorsque vous devez contacter les secours, chaque minute compte. Pour un appel efficace, privilégiez une borne SOS s'il y en a une à proximité. Sinon, utilisez un téléphone portable. Même verrouillé, le téléphone peut être utilisé pour appeler les secours en composant le 112. Par contre, si votre téléphone n'a plus de batterie, il reste inutilisable.
Vous pouvez aussi alerter les secours depuis un téléphone fixe. Réponse B et C. Les véhicules équipés du système e-call sont géolocalisés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils contactent automatiquement les secours en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'équipement e-call est prévu pour se déclencher uniquement en cas de forte décélération comme l'airbag. Il enverra alors un signal à un central qui appellera le conducteur sur ce système e-call. En cas de non-réponse, il alertera les secours qui pourront intervenir rapidement grâce à la géolocalisation du véhicule. Réponse A et C. J'arrive en premier sur les lieux d'un accident, où il semble y avoir un blessé. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois en priorité. Protéger, réponse C. Alerter, réponse D. Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident corporel, vous devez vous arrêter pour porter secours aux victimes éventuelles. Ne pas vous arrêter pourrait être considéré comme une non-assistance à personne en danger. Cela correspondrait alors à un délit passible de prison. En premier lieu, vous devez protéger les lieux pour éviter le suraccident. Mettez vos feux de détresse, enfilez votre gilet, déposez votre triangle en amont de l'accident, éclairez les lieux de l'accident avec vos phares s'il fait nuit pour le délimiter plus efficacement et couper le contact des véhicules accidentés s'il y a lieu. Vous devrez ensuite appliquer la suite de la procédure, c'est-à-dire alerter et secourir. Tous ces gestes sont très importants pour protéger les victimes éventuelles, vous-même et les autres usagers arrivant sur les lieux de l'accident. Réponse A et C. Pour secourir cette victime, je la mets directement sur le côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident, il est important de protéger les lieux et les personnes avant toute chose. Puis, vous devez évaluer le nombre et l'état des victimes avant d'appeler les secours. C'est aussi en fonction de cette évaluation que vous allez agir ou non sur la position de la victime. Si elle ne répond pas mais respire, vous pouvez la placer en position latérale de sécurité. Par contre, si elle ne répond pas et ne respire pas, vous allez devoir effectuer une réanimation cardio-pulmonaire et pour cela, la victime doit être sur le dos. Réponse B. Sans notion de secourisme, pour aider une victime, je peux la couvrir. Réponse A. Lui parler pour la rassurer. Réponse B. L'aider à sortir du véhicule. Réponse C. Utiliser un défibrillateur. Réponse D. Lorsque vous intervenez auprès d'une victime, après avoir appelé les secours, vous pouvez la couvrir et lui parler pour la rassurer. Si cette victime ne répond pas et ne respire pas, vous devez utiliser un défibrillateur s'il y en a un à proximité. Même sans formation, laissez-vous guider par les instructions données. Vous verrez, c'est très simple. Par contre, n'aidez pas une victime à sortir du véhicule au risque d'aggraver d'éventuels traumatismes. Mieux vaut attendre les secours. Réponse A, B et D. Je déplace ce motard sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Lorsque vous êtes sur un lieu d'accident, vous devez sécuriser les lieux et les personnes pour éviter tout risque de suraccident. Dans le cas d'un motard, dans cette situation, sans risque d'incendie qui empirerait la situation, vous ne devez en aucun cas déplacer la victime, car vous risqueriez de lui causer des lésions irréversibles. Placez donc le triangle de présignalisation ou même votre véhicule de façon suffisamment visible pour protéger le lieu de l'accident. Bien sûr, n'empêchez pas les secours d'accéder sur les lieux. Réponse B. En attendant les secours, je peux parler à la victime. Réponse A. Ouvrir la visière du casque. Réponse B. Couvrir la victime. Réponse C. Donner à boire à la victime. Réponse D. Lorsque vous êtes sur les lieux d'un accident, après avoir sécurisé les lieux et les personnes puis alerté les secours, vous devez rester près de la victime. Si, comme dans cette situation, il s'agit d'un motard, vous pouvez ouvrir la visière du casque pour l'aider à respirer. Couvrez la victime et parlez-lui pour la rassurer. Ces gestes simples et faciles à réaliser peuvent sauver des vies, mais ne donnez en aucun cas ni à boire ni à manger aux victimes. Réponse A, B et C. Pour vérifier l'état de conscience d'une victime, je peux lui poser des questions simples. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lui demander de faire des gestes simples? Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous vous arrêtez sur les lieux d'un accident, vous devez avant tout protéger les lieux et les personnes. Puis, avant d'appeler les secours, vous devez contrôler l'état des victimes. Pour cela, il faut tout d'abord vérifier l'état de conscience. Posez-leur des questions simples, comme leur nom, leur âge, si elles vous entendent. Mais il se peut que des personnes dites conscientes ne puissent pas parler. Demandez-leur alors d'exécuter des gestes simples, comme serrer la main par exemple. Réponse A et C. Dans cette situation, j'appelle les secours. Après avoir parlé à la victime, réponse A. Avant d'avoir parlé à la victime, réponse B. Vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident. Savoir porter secours, c'est avant tout agir, en évitant tout risque de suraccident. Vous devez donc respecter l'ordre des actions. Il s'agit, avant tout, de protéger, puis d'alerter, et enfin de secourir. Protéger ne signifie en aucun cas déplacer les victimes, mais au contraire baliser une zone pour que celle-ci soit bien visible et qu'aucun usager ne la traverse. Avant d'appeler les secours, il est indispensable que vous évaluiez l'état de cette victime. Vous devez donc lui parler pour voir si elle répond. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si elle respire. Vous appellerez alors les secours, pouvant ainsi leur donner des informations